Bonjour, Bonjour. vous êtes Philippe Ponge, vous êtes né en 1963 à Paris, vous avez déjà été candidat aux législatives de 2022. Dans la vie, vous êtes sportif, vous êtes entraîneur, vous êtes coach au tennis, c'est d'actualité. Vous étiez présenté dans les Hauts-de-Seine, donc vous êtes francilien. Tout à fait. Vous êtes candidat aux élections européennes en 2024 sur une liste qui porte un nom assez long, donc je pense que vous avez un programme assez fourni sur la démocratie, puisqu'elle s'appelle « Pour une démocratie réelle, décidons nous-mêmes ». Alors, dedans, je crois qu'il y a le parti Decidemos, mais il y a aussi plein d'autres entités. D'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre liste? Je crois que c'est une liste de la pluralité. Oui, tout à fait. Donc pour répondre par rapport à ces collectifs qui nous accompagnent et qui nous crédibilisent en quelque sorte, Culture RIC, qui est la Bibliothèque nationale du RIC, qui est née en fin Est-ce 2018. que vous pourriez expliquer ce qu'est le RIC? Ah, bien sûr, c'est le référendum d'initiative citoyenne, voilà, en toute matière ou en matière constitutionnelle, mais c'est la capacité du peuple à pouvoir définir des règles, proposer, s'opposer, un droit de veto, révoquer, pouvoir contrôler ses élus aussi. Donc c'est la capacité du peuple d'initier un élément qui va être, suivant un seuil défini de pourcentage par rapport à la population des votants, mis en pétition, puis après mis en référendum si le seuil est atteint. Article3.fr qui permet également de voir qu'est-ce que le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle a comme intérêt, avec éventuellement les RIC locaux, pouvoir localement également prendre des décisions. Donc ça, c'est très important pour nous. Et puis, effectivement, on a d'autres collectifs comme Decidemos, qui est un parti dans lequel on pratique l'exemplarité des fonctionnements pour s'entraîner. Par exemple, le vote blanc est pris en compte comme un vote contre. Voilà, on pratique en interne ce qu'on recommande pour tout le monde. Très bien, c'est une démocratie qui englobe donc la citoyenneté. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont vos 3 priorités? Nous, à Europa Nova, nous avons réuni la société européenne, 50 personnalités, donc 2 Français, donc 13 Européens, pour réfléchir ensemble sur les prochaines priorités, puisque là, avec les Européennes, on va rentrer dans une nouvelle mandature. La guerre s'est invitée en Europe, le Covid aussi, donc c'est plus la même Europe pour nous, qui sommes spécialisés sur l'Europe, et c'est plus la même Europe, et donc nous avons éprouvé le besoin de se réinterroger sur le futur européen. Donc vous, quelles sont vos 3 priorités? Donc pour nous, si vous voulez, il y a le référendum d'initiative citoyenne européen, c'est-à-dire qu'actuellement il y a une ICE. Je crois que de mémoire, il y a eu 100 propositions, 10 qui ont été analysées, 0 qui ont été appliquées. Donc cette initiative citoyenne européenne semble plus facile à déclencher, mais ressemble au RIP, un référendum d'initiative partagée en France, qui n'a aucun effet, puisque comme en Europe, si l'Assemblée l'analyse, le consulte, il n'y a pas de référendum qui se lance. Donc voilà, on n'a pas de référendum, on n'a pas l'article 2 dit du peuple, par le peuple, pour le peuple. L'article 3 dit par ses représentants et le référendum. L'article 89 qui parle de référendum dit à l'initiative du Premier ministre, et c'est le président qui prend la mesure, et ça doit être validé par le peuple. Toutefois, le président peut faire appel au Congrès mais on y reviendra justement, c'est la 20e année où on n'a pas eu de référendum. Donc première priorité, le référendum d'initiative citoyenne européen, donc la capacité du peuple à vraiment décider de choses qu'il a initiées avec des seuils, hein. On est tout à fait réaliste et raisonnable. Des assemblées citoyennes locales et nationales. Alors Condorcet permettait de faire, sans Internet, hein, permettait de faire ce système, voilà. Mais avec Internet, on peut également faire des choses. Donc ça permet d'avoir des décisions qui sont données par la population, avec un mandat impératif pour le député de les défendre auprès, voilà, donc le mandat impératif, le mandat court, le mandat renouvelable, donc l'exemplarité des élus. Aujourd'hui, on peut saisir en tant que citoyen, on peut saisir le Parlement par exemple pour porter une question au Parlement, mais c'est vrai que cet outil est peu utilisé et elle débouche assez peu sur effectivement une proposition. Merci pour cet éclairage parce que c'est une réalité qui est peu connue, qui est peu utilisée et effectivement qui débouche relativement peu parce qu'il y a un seuil bien sûr effectivement à atteindre, mais c'est surtout très peu connu par
les Européens qui nous suivent. Donc c'est important aussi de savoir que ça existe. Et vous allez plus loin avec l'idée d'une assemblée européenne de citoyens. Donc c'est intéressant. Il y a des analyses là-dessus sur le fait que sur une assemblée, on pourrait aussi introduire du tirage au sort. Est-ce que vous êtes aussi pour cette idée ou pas? Ah, ben, complètement. Le tirage au sort, c'est la meilleure façon d'avoir des gens qui sont neutres et qui sont représentatifs. Parce que statistiquement, c'est très rare d'avoir un tirage au sort qui est complètement anachronique. Alors, on n'est pas pour le tirage au sort d'un élu, bien sûr, on n'est pas bête. Même si l'ostracisme permet, c'est-à-dire l'élimination de quelqu'un qui est réputé pour pas être tout à fait correct, un moyen éventuellement. Ils ont déjà l'Assemblée qui est pour eux, qui est le Parlement européen. Mais tout à Là, fait ce serait complémentaire. Mais complètement, une assemblée comme les conventions citoyennes, Jacques Testard en a parlé beaucoup et a analysé la pertinence qu'on a pu avoir certaines conventions lancées, mais sans décision finalement, qui ne sont pas décisionnelles. Donc le tirage au sort au sein, c'est un principe de base de la démocratie. Cette assemblée des citoyens que vous voudriez européenne, est-ce que vous l'imaginez consultative ou exécutive? Décisive, Ah, bien sûr, exécutive. comme le référendum d'initiative citoyenne, l'initiative citoyenne européenne pour lancer un référendum doit être décisive, sinon les gens ne se déplacent pas. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous êtes pour l'élargissement de l'Union européenne? Oui, mais alors très largement, c'est-à-dire l'Europe c'est quoi finalement? Vers la Russie, vous suggérez peut-être. Pourquoi pas, je veux dire, c'est un partenaire historique sur pas mal d'éléments énergétiques et compagnie. Vers le sud, l'Afrique, effectivement, il faudrait peut-être revoir un peu nos relations autrement, parce qu'actuellement, de plus en plus, ils en ont un peu marre, ils vont vers d'autres pays, la Chine, l'Amérique. La Russie aussi. Donc c'est peut-être parce qu'on ne fait pas très bien les choses. Donc l'élargissement avec des pays qui ont vraiment des volontés d'abord démocratiques et après de respect de l'humain, de l'environnement, oui, l'élargissement, mais finalement vers une autre Europe, qui serait plus vraiment une Europe, qui serait quelque chose d'un peu différent. Un peu une Europe sans préjugés finalement. Et puis sur des valeurs, ça serait des relations transnationales, beaucoup plus ancrées sur des valeurs que sur l'économie, puisque le traité de Lisbonne, entre autres, un traité, et puis la naissance, de la création de l'Europe du charbon et de l'acier, c'est finalement que économique, et ça allait rester finalement. Merci. Vous venez de parler du CETA, donc l'œuvre de Jean Monnet. Et justement, par rapport à ça, il était pour une armée européenne. Il y en a qui défendent juste une défense européenne, c'est-à-dire d'allier finalement les ressources de la défense de chaque pays pour en faire une défense européenne. Certains vont plus loin, comme Jean Monnet, qui n'a pas vu son projet déboucher sur une armée européenne. Vous, quel est votre point de vue sur la défense? Et Bardella, qu'on a reçu récemment, était bien sûr pour une défense nationale. Donc quel est votre point de vue, très clairement? Je pense qu'elle commence par soi-même. En formation, le citoyen doit être en capacité de se défendre et puis de défendre son prochain. Donc il doit être formé physiquement. Les Suisses, par exemple, c'est un modèle qui me plaît bien, ont un rappel régulier, ils ont une arme, mais ils ont une arme, voilà, ils sont formés, et puis ils ne sortent pas l'arme, il n'y a pas de meurtre comme on en voit aux États-Unis. C'est vraiment une autre mentalité. Pour une forme d'autodéfense, mais qui soit organisée au niveau quand même Alors qu'elle soit organisée déjà localement et comme ça individuellement, mais également effectivement forcément qu'il y ait une capacité d'un pays, d'une région à encadrer à mettre en œuvre effectivement une défense s'il y a des agressions. Une forme d'autodéfense aussi complémentaire. Tout à fait. Aujourd'hui, le droit des affaires ou le droit privé en Europe n'est pas harmonisé. Vous avez des gens qui ont du mal à avoir la garde des enfants, ils se déchirent d'un pays à l'autre, par exemple ça c'est pour le droit privé. Puis pour le droit des affaires, des entrepreneurs qui n'ont pas les mêmes règles, les mêmes directives, finalement les mêmes caractéristiques en fonction des pays. Le droit des affaires, il n'existe pas aujourd'hui, en tout cas ça n'a pas été une demande ni de la Commission ni du Parlement. Donc je sais qu'il y a des juristes, 200 juristes de toute l'Europe qui ont créé le Code européen du droit des affaires pour aider les entrepreneurs à s'y retrouver déjà et en espérant simplifier aussi ces règles et puis in fine d'harmoniser le droit européen. Est-ce que vous êtes pour un droit européen
plus puissant, plus fort, plus structuré? Ou est-ce que vous êtes pour garder beaucoup de prérogatives du droit, ce qui est le cas aujourd'hui dans les États-nations? Quand vous parliez d'harmonisation fiscale, évidemment, quand vous avez des pays qui ont une fiscalité qui n'est pas la même que la nôtre, avec des salaires qui ne sont pas alignés justement sur le PIB, comme je vous disais tout à l'heure, la croissance d'un PIB par exemple, hein, mais on a des indices du bonheur qui sont peut-être plus intéressants que le PIB. Mais bon, je veux dire, à partir de là, effectivement, c'est nécessaire. Vous êtes sur le libre-échange. Il faut forcément une harmonisation. Par contre, pour favoriser effectivement l'industrie française, il faut forcément autre chose. Donc en fait, c'est une question un peu piège. Il y a les deux à l'intérieur. Dans l'état actuel, il faut une harmonisation. C'est une question difficile, complexe. Difficile, ouais, complexe. Quelle est l'action européenne ou l'action dont vous êtes le plus fier dans le cadre de la politique, puisque vous êtes déjà présenté à une élection? C'est permettre à des enfants de 4 ans et de 5 ans, donc moyenne et grande section, d'avoir des assistantes maternelles qui accompagnent les professeurs. Donc elle n'avait pas à Montrouge, et depuis 2011, grâce à la femme du maire de l'époque, parce qu'il y avait vraiment un truc fermé, elle a permis effectivement au conseil municipal de faire ça pour la rentrée 2011, et depuis donc 11 ans, de 13 ans, alors voilà. Après, une seconde action, mais Non, mais déjà, l'empathie, c'est un sujet qui est abordé aujourd'hui aux Européennes. Plus d'empathie, notamment dans les écoles. Donc et deuxième action, sur Montrouge, pour être très local. Après, j'ai des actions nationales comme on fait là. Hein, mais sur Montrouge, c'est un café associatif. On a repris un lieu au système marchand. J'ai été initiateur et président pendant 2 ans et demi. Après rotation des charges, je suis sorti volontairement. Donc la capacité, bon, voilà. Et puis sinon, au niveau national, le label RIC, labelric.fr, où là, vous avez toutes les propositions de loi constitutionnelle sur le RIC qui sont notées. On y travaille toutes les semaines. Il y a du travail de fond avec le mouvement constituant populaire, avec Convergence RIC, enfin voilà. Ouais, c'est un travail juridique d'ailleurs. Oui. Alors, le traité de Lisbonne consacre finalement la primauté des États membres, donc une Europe des nations. Quel bilan faites-vous? Est-ce que vous tendez, vous, vers plutôt un idéal fédéraliste? Il y a du fédéralisme centralisé, il y a du fédéralisme décentralisé, comme le modèle en Allemagne par exemple. Et puis, il y en a, comme Jordan Bardella, pour ne plus le citer, qui tendent effectivement sur finalement la primauté des nations, sur un nationalisme assumé. Comment vous vous situez dans cette échelle de manière structurelle sur la gouvernance européenne? Alors, fédéraliste, non, confédéraliste, comme devait l'être la Suisse, elle ne l'est plus. Hein. Confédéraliste, c'est-à-dire la subsidiarité, c'est-à-dire on décide à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à toutes les échelles que vous voulez, de décision, mais chaque nation, chaque région peut garder, pour ce qui les concerne, hein, c'est ça la subsidiarité, jusqu'au local, son droit, sa capacité de décider pour ce qui les concerne. Ensuite, par rapport, vous avez cité l'Allemagne, l'Allemagne a le référendum d'initiative citoyenne dans tous ses Länder. Tous, la moitié des États américains, 36 pays dans le monde, 3 pays qui sont le plus riche d'Amérique du Sud, l'Uruguay, le plus riche d'Amérique du Nord, la Californie, le plus riche d'Europe, la Suisse. Je ne prône pas la richesse, mais je dis que le RIC, j'ai parlé de l'indice du bonheur tout à l'heure, l'indice du bonheur dans les pays qui ont le RIC, ça a été étudié par des universitaires, montre que c'est corrélé. Alors, là, je voudrais vous poser une question un peu plus personnelle. Vous présentez pour une élection européenne. Quelle a été votre histoire européenne? Un déclic, une émotion? Et là, je ne parle pas à l'homme politique, mais plus à l'homme que vous êtes depuis votre naissance. Est-ce que vous avez eu un choc européen, une histoire européenne, ou c'est quelque chose qui s'est construit après quand vous vous êtes intéressé par exemple à la démocratie? Quelle est votre histoire? Par rapport à l'Europe, hein, précisément, mon premier souvenir, c'est les étoiles. C'est beau. C'est un beau drapeau. Et j'avais même une affiche dans ma chambre quand je me rappelais adolescent, parce que j'habitais à côté de certains endroits comme ça. Donc j'avais récupéré un truc qui traînait par terre, très très joli. Mais en fait, bon, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais pas de conscience politique jeune, moi. Hein. Du tout. Par rapport à ces souvenirs, tardivement, j'ai adhéré à un parti Europe Écologie Les Verts. Oui. Je ne savais pas ce que c'était qu'un parti. Donc j'ai été, parce qu'on parlait... À l'époque, Cécile Duflot a parlé à des jeunes d'Afrique. Donc, ça m'avait touché un peu son discours assez humaniste. Je vous remercie d'avoir accepté d'abord d'être présent et
Merci beaucoup pour, au nom de la démocratie. Ben, écoutez, merci à votre équipe, à vous-même, votre accueil fantastique et Merci. cette capacité de donner la parole à différentes listes. C'est formidable. Merci Merci. infiniment à vous.